antérieure à la maladie. Et le troisième objectif, qui est celui qui nous tient le plus à cœur, c'est de permettre à la patiente de pouvoir ressentir le désir de poursuivre quelque chose qui la concerne, en sens un travail psychothérapeutique au long cours. Et c'est évident que c'est, je dirais, la ligne de conduite de tout le traitement. Donc en fait, il faut amener la patiente à s'intéresser à autre chose qu'à la nourriture. Voilà. D'accord. Maintenant, on entend souvent parler, quand j'ai discuté avec des patientes, de contrat et même de chantage au kilo. Ça veut dire, si tu prends 2 kilos, tu pourras revoir ton papa. Si tu prends 3 kilos, tu pourras revoir des amis, etc. Est-ce que vous pratiquez les contrats? Donc, le contrat de poids n'est pas quelque chose qui est introduit, en tout cas d'emblée, dans le traitement. Ça peut soulager la famille, ça peut soulager aussi la patiente de savoir à quel moment elle peut sortir, mais que nous n'avons pas de contrainte de chantage par rapport à cela, c'est-à-dire que donc les 10 jours sont indépendants du poids, première des choses. Deuxième des choses, les week-ends sont organisés par rapport à la sortie, dans le sens de pouvoir permettre à la patiente de rentrer chez elle le week-end et que ça suit un tableau qui est assez défini. Donc, mais je crois qu'au début, vous aviez adopté cette méthode contraignante. Alors pourquoi vous l'avez abandonnée? Bon, la méthode contraignante, peut-être pas. Par contre, ce que nous faisions, c'était d'accompagner les patientes, c'est-à-dire de pouvoir fermer les portes des salles de bain pour que les patientes aillent se faire vomir, d'accompagner les patientes aux activités. Mais c'est quelque chose que nous avons abandonné assez rapidement, d'une part, parce que c'est épuisant, que les patientes, entre guillemets, gagnent tout le temps, et qu'il ne s'agit pas de cela. Il ne s'agit pas de savoir si oui ou non la patiente a triché ou a vomi, mais plutôt d'amener la patiente à pouvoir se sentir suffisamment libre pour en parler. Très bien. Moi, ce que j'ai retenu tout à l'heure, je crois que c'est fondamental et ça va nourrir toute la suite de la discussion, c'est que dans le fond, le but, c'est d'amener la patiente dans un état tel que l'on puisse envisager un travail ensuite, un travail de thérapie et commencer à travailler sur le long terme. Oui. Et c'est ce que nous verrons avec vous, Dr Scherler. Mais d'abord, il faut bien sûr préciser que on l'a dit, il faut une thérapie et si on ne fait pas de thérapie, on peut arriver à des états chroniques d'anorexie, voire des états chaotiques, on vient d'entendre avec M. Simoneau. C'est ce qu'on appelle par exemple l'anorexie-boulimie. Je vous propose de découvrir un deuxième portrait. La nourriture est sale. Elle salit mon corps. Je perds le contrôle quand je mange. Je deviens sale quand je mange. Je me sens laide quand je me regarde dans le miroir. Depuis 11 ans, Brenda se débat entre l'anorexie et la boulimie. Elle s'est soumise à des régimes draconiens qui lui ont fait perdre jusqu'à 20 kilos. Après avoir été hospitalisée et suivie par un psychothérapeute, Brenda a quitté l'anorexie pure pour rentrer petit à petit dans un cycle de boulimie. Ma mère est tombée gravement malade et ça m'a fait prendre conscience que j'avais pas envie de mourir. Donc j'ai totalement inversé la manœuvre. Donc j'ai pris conscience de ça et après donc j'ai passé dans l'autre phase où j'avais besoin de me remplir. Petit à petit, les portions ont commencé à augmenter. J'ai toujours eu besoin de plus. Et puis c'est là qu'est venue la dépendance à la nourriture. Quand je ne pouvais pas manger au moment où je voulais, c'était un manque. Je devenais exécrable, de mauvaise humeur. On ne pouvait pas m'aborder. Enfin, je veux dire, c'était la catastrophe. Je pensais nourriture, je rêvais nourriture. Enfin, c'était 24 heures sur 24, nourriture exclusivement. Mais c'était un besoin, une drogue, un peu comme une drogue en fait. En pleine crise, Brenda achète sans compter des aliments vite prêts et vite mangés. Tout le contenu de son chariot y passera. Je remplissais le caddie. Ensuite, directement
J'arrivais à la maison et puis je commençais 5, 6 heures, 8 heures. Et puis le week-end, c'était quasiment 16 heures sur 24. Jusqu'à ce que j'en puisse plus en fait. Je dépensais en tout cas bien 200 francs par jour en nourriture. Donc il a fallu forcément que je trouve l'argent quelque part. Donc je payais plus mes factures. Après j'ai fait un emprunt à la banque pour pouvoir m'acheter à manger. Et puis ça a été le cercle infernal. Aujourd'hui, est-ce que vous arrivez à vous nourrir normalement? Je dirais que j'arrive à prendre des repas entre guillemets normaux, mais je peux pas les garder entièrement. Ça veut dire qu'il y a toujours un passage obligé, je dirais, par les toilettes. Vous vous sentez encore alors fragile? Oui, mais fragile, mais aussi quand même nettement plus forte qu'il y a quelques années en arrière, même quelques mois en arrière. Mais ça peut aussi venir à tout instant. Donc, faut pas baisser la vigilance. Pour arriver à ce résultat, Brenda a fait un long travail avec un psychothérapeute. Aujourd'hui, espérant enfin régulariser sa digestion, elle s'est tournée vers l'ostéopathie. Je continue de respirer avec le ventre. Pour le moment, ça me détend bien. Ça me fait sentir, quand je sors de là, je sens bien toutes les parties de mes viscères. Et j'aimerais me donner le droit, au fait, d'avoir des intestins qui puissent digérer la nourriture, au fait. Ne pas me sentir sale chaque fois que je mange ou des choses comme ça. Vous avez senti des progrès? Oui et non. Ça veut dire que je vomis toujours autant. Ça veut dire que je garde rien de plus. Mais au niveau, je dirais, tout ce qui est le reste, ça va mieux quand même. Ça passe mieux. Tout ce que je garde, je le digère beaucoup mieux. Voilà, je me sens moins ballonnée, je peux plus facilement boire des choses sans que j'ai l'impression d'avoir l'estomac qui va éclater. Donc ça passe mieux de ce côté-là. Enfin, vous avez quand même aujourd'hui une petite lumière qui se... Elle est plus que petite, la lumière. Elle grandit de jour en jour. Et qu'est-ce que vous avez décidé par rapport à votre maladie? J'ai décidé de la contrer, quoi. Lui foncer dessus, puis de lui dire maman, dégage. Enfin, pousse-toi de là, j'ai plus besoin de toi, quoi. Voilà, Brenda est avec nous. Moi, je retiens ses dernières paroles. Brenda, bonsoir. Merci de votre témoignage. Puis je pense que vous allez y arriver parce que vos derniers mots sont ceux de quelqu'un qui est vraiment, je pense, sur la bonne voie. Docteur Scherler, c'est quand même étrange. Comment peut-on passer de l'anorexie qui consiste à s'empêcher de manger à ce qui est arrivé à Brenda qui consiste à acheter de la nourriture et à manger sans cesse? Oui, je crois que ce qu'on peut se représenter, c'est que dans le premier cas, on a quelqu'un qui cherche à contrôler vraiment très précisément son apport alimentaire, son poids, la quantité de graisse. Et puis dans l'autre, quelqu'un qui a complètement perdu le contrôle. Alors je ne crois pas qu'il y ait une différence aussi énorme entre le désir de contrôler et la peur de perdre le contrôle et le fait de le perdre. C'est la même maladie, donc? Enfin, c'est deux aspects ou deux? C'est deux aspects d'un problème d'alimentation, oui. Mais la souffrance est la même, finalement. Alors je dirais que actuellement, quand vous rencontrez quelqu'un qui est très amaigri, vous vous inquiétez, vous essayez peut-être d'entrer en contact. J'ai des patientes qui, après avoir retrouvé un poids normal, une vie à peu près normale, me disent, j'ai rencontré une camarade d'une classe d'à côté où j'ai eu l'impression qu'elle avait le même problème que moi, parce que ça se voit, elle mange plus jamais avec personne, elle s'isole, elle est éventuellement plutôt quelqu'un qui est en forme, qui a l'air gai et pas du tout l'air d'avoir une maladie qui fait perdre du poids autre que l'anorexie. Et à ce moment-là, il y a un contact qui peut s'établir, mais les boulimiques, ça ne se voit pas, alors elles souffrent en silence. Il n'y a pas cette anesthésie dont a parlé dans le premier reportage, cette anesthésie qui fait que l'anorexique se sent bien, paradoxalement, alors qu'elle est peut-être en train de mourir. Ouais.
Donc c'est fait que aussi pour la mal boulimie, vécu finalement, ce stade chaotique de l'anorexie-boulimie est tout aussi, peut-être même plus pénible. alors il est certainement plus pénible dans le vécu de la personne à ce moment-là. Oui. Alors, on verra tout à l'heure comment on travaille justement tous ces troubles, mais on va finir cette petite série de portraits avec un troisième portrait, et vous allez voir à quel point il est important pour nous ce soir, parce que ça c'est le portrait d'une femme qui parle de son anorexie, mais cette fois-ci au passé. Pour moi, la nourriture, ça voulait dire la vie. Et puis comme j'avais envie de mourir, j'ai cessé du jour au lendemain à m'alimenter, totalement. Pour mourir, Jocelyne avait choisi de cesser de s'alimenter. Elle plonge rapidement dans une anorexie pure et dure qui l'envahit pendant 7 ans. Mais qu'éprouvait-elle donc à l'idée même de manger ? De me salir, d'être pleine de choses que je voulais pas, de vie, pleine de vie. Puis quelque part, mon corps ne supportait pas ça. Mais je sais pas comment expliquer, parce que quand je mangeais, j'avais la pulsation qui allait plus vite, j'avais des angoisses, je transpirais, j'étais vraiment mal. La seule chose que je pouvais faire, c'est d'aller vomir ou bien aller faire du footing pour enlever tout ça. Je voulais pas. J'avais marre de tout le monde. J'en avais ras-le-bol de tout le monde, je trouvais le monde bête, stupide. Et puis il y avait que moi qui avait quelque part raison. Et puis par ma maigreur, par le fait de ne pas manger, je me trouvais forte. Je dis, bah, moi j'arrive à ne pas manger, j'arrive à être bien. En plus, j'étais très dynamique, j'étais toujours bien habillée et tout, donc tout allait bien pour moi. C'était un masque que j'avais. Hein. Je paraissais bien, mais quelque part, quand j'ai perdu vraiment beaucoup de poids, c'était aussi une tristesse en moi, un ras-le-bol total, quoi. À la fois révoltée et profondément déprimée, Jocelyne se tourne vers l'anorexie à 23 ans. Elle impose à son corps une véritable torture et perd très rapidement beaucoup de poids. Elle réussit à descendre jusqu'à 28 kilos au seuil de la mort. Je pense que c'était en fait quelque chose comme une crise d'adolescence. C'est ce que je pense des jeunes adolescents ressentent de la vie, c'est quoi, pourquoi on vit, pourquoi je suis là, ça sert à rien. Et puis moi je pense que je l'ai fait à ce moment-là. Donc oui, c'était un reflet de... Je ne pouvais pas l'exprimer avec des paroles, je l'exprimais avec mon corps. Vous avez fait beaucoup souffrir vos parents à cette époque-là ? Oui, ah oui, c'est sûr, oui. Comment ? Juste par mon aspect, mon agressivité, mon aspect physique. Hein. Je pense que pour des parents, de voir sa fille aînée se laisser mourir de faim comme ça, sans savoir, sans pouvoir parler à personne, ou le peu qu'on peut en parler... on ne peut pas en parler parce que c'est tabou. Le peu que je mangeais ou à table, comme ça, je le vomissais après. Il le savait très bien. Il me laissait faire. Mais bon, je voyais très bien que sur le visage, il était très très triste et puis déprimé. Après la douche, je me suis toujours mis de la crème. Et puis là, j'allais vers mon papa, puis je lui disais, mais mets-moi de la crème. Puis je savais qu'il souffrait de mettre de la crème sur mes os, quelque part. Et ça devait le faire souffrir. Et puis bon, ça c'est sûr que je l'ai fait, mais inconsciemment. J'étais pas consciente que je leur faisais mal. Parce que j'étais tellement mal de ma peau que c'était d'abord moi en premier. Parce que bien que je paraissais forte, au fond de moi, j'avais envie de mourir. Murée dans son anorexie, Jocelyne accepte à contre-cœur d'être hospitalisée. Elle met 1 année pour atteindre un poids minimum de 42 kilos. Mais son âme est toujours aussi tourmentée. Elle se retrouve à nouveau seule face à l'incompréhension de sa famille. Je pense que si ma maman ou mon papa m'auraient dit « mais écoute Jocelyne, on n'arrive pas à suivre, on souffre aussi, viens, on va chez le médecin ensemble, on essaye de faire quelque chose ensemble, on aimerait comprendre pourquoi tu es malade, mais avec moi, donc pas derrière moi, avec moi, puis qu'on fasse une thérapie de famille, parce que je savais que c'était peut-être la seule chose qui allait pouvoir me sortir de là, c'était de dialoguer. Et puis là, c'est vrai que c'est tombé complètement à l'eau. Qu'est-ce que vous voulez? Une casserole pour coiffer?
Aujourd'hui, Jocelyne